On poursuit donc pour ce nouveau Campus Sport Club de 2024 avec toi, Marine, avec les news évidemment. T'évalues tes news de 1 à 10, 1 désastreuse et 10 ultra joyeuse. Tu les notes combien? 12. Non, je rigole. Ultra, avec quoi tu vas commencer? C'est le niveau de joie, l'échelle? Oui. Ah bah. Non, tu sais, info good mood et info sous le canapé, envie de pleurer. Ah bah 6. Ah, 5-6. Bon, c'est pas mal. Sachant qu'on commence par un truc. Ouais, voilà. On commence à -3 et après on écoute d'abord ton petit jingle enthousiasmant et après on commence un peu à pleurer. Préparez-vous à plonger dans le monde du sport. Voici les temps forts de la semaine dans les news du Campus Sport Club. Parce que ça a un peu fait le gros de l'actualité depuis hier, mais il y a eu des disparitions, et notamment on parle encore un peu de foot, mais d'un grand monsieur, d'un Kaiser, il me semble. C'est ça, cela faisait plusieurs années qu'il ne se montrait plus en public, retiré dans sa villa autrichienne près de Salzbourg, où la vieillesse et la maladie rongeaient son corps à petit feu. Franz Beckenbauer s'est éteint loin des regards dimanche à 78 ans, dans une intimité profonde qui ne correspond en rien à la vie qu'il a menée. Libero de génie, sélectionneur couvert de gloire puis dirigeant à succès, celui qu'on surnommait le Kaiser, c'est-à-dire l'empereur, est l'un des symboles de la reconstruction allemande d'après-guerre. Double ballon d'or en 72 et en 76, il a mené l'Allemagne de l'Ouest au titre de champion du monde en 1974 à domicile, avant de remporter une nouvelle fois le mondial en 90 en tant qu'entraîneur cette fois. Après quelques années loin des bancs, il retrouve Munich pour boucler la boucle en tant qu'entraîneur avant de prendre la présidence du club bavarois de 1994 à 2009 et s'investit dans les instances en devenant vice-président de la fédération allemande et président du comité de candidature de l'Allemagne pour l'accueil du mondial 2006. Alors messieurs, qu'est-ce qu'on retient de ce grand monsieur justement ? Et en fait, on l'a pas trop connu nous. Non, on peut pas. Mais l'avantage qu'on a avec ce genre de profil, c'est que tu peux soit retenir son passé sur le terrain, soit son passé sur le banc, soit son passé, on va dire, plus ou moins pseudo-politique, en fait, de cette figure moderne qui a réussi à porter l'Allemagne. Parce qu'au final, est-ce qu'il n'est pas aussi, déjà, il était dans une grande Allemagne à son époque, est-ce qu'il n'est pas aussi à l'origine d'une très grande Allemagne qui lui a valu cette renommée de ce fameux Lineker qui disait le football est un sport à 11 contre 11, à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Oui, et puis de ce qu'on a pu comprendre, du coup, en s'intéressant un peu à sa vie et ce qu'il a pu faire là depuis que l'annonce de son décès a été effectuée, c'est que c'est un homme à qui, globalement, tout a réussi. C'est ce que tu disais, Marine, sur le terrain, après, dans son après-carrière, dans sa vie. J'ai cru comprendre même qu'il était à l'origine de la candidature de l'Allemagne pour l'Euro 2006 en Allemagne, au moment où l'Allemagne fait un beau parcours chez eux. Donc ça s'est plutôt bien passé. Enfin, voilà, tout ce qu'il a entrepris, ça a fonctionné. Donc, et même sportivement, ça a été un joueur qui a impulsé un style de jeu libéraux. C'est-à-dire que c'était il y a des grands joueurs qui se sont réclamés de son style de jeu à la Beckenbauer. C'est quand même assez incroyable. Et je pense que dans l'histoire du foot, il va laisser une trace. Quand on voit le nombre d'hommages qu'il y a eu, de pointures de ce sport quand même en France, mais aussi à l'étranger, ça montre que c'était pas n'importe qui, quoi. Ouais, il a souvent été même, je ne sais pas si vous avez souvent vu, mais dans les 11, quand on faisait un peu un grand 11 de ces joueurs du XXe siècle, c'est le défenseur central qu'on met avec Baresi ou quelques noms, mais c'est souvent Beckenbauer qui revient. Un Beckenbauer, ballon d'or aussi, on se rappelle que depuis, être défenseur ou gardien et remporter un ballon d'or, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Van Dijk aurait pu être le dernier en date en 2019, mais bon, ça, on va pas revenir sur toute l'histoire. Mais champion de France avec Marseille quand même. C'est ce que j'allais dire. Donc très grand homme, je dirais même, Thomas, très très grand. Hein. Un maître. Alors oui, mais non. C'est vrai que je te mute. Parce que non, le passage à Marseille, faut quand même le dire. Il a fait 3-4 mois sous l'impulsion de Tapi. Oui, il fait une dizaine de matchs. Voilà, on est d'accord. Hein, je crois que c'était pas bien compliqué. Enfin, c'était pas une grosse réussite non plus, quoi. Non, mais ça le tuerait de dire du bien de Marseille. Ouais, c'est fou. Mais n'empêche que ce soit joueur ou entraîneur, il a gagné avec tout le monde. Parce que j'ai même vu qu'il
il passe un tout petit peu au Bayern, il gagne. Et Marseille, c'est dire quand même, il ne peut pas gagner. Comme quoi, voilà, très grand homme. Je pense qu'il faut couper le micro de Thomas là. Je te laisse poursuivre, Marie. Ça marche. En parlant de Marseille, petit point sur le mercato d'hiver et on commence évidemment avec l'officialisation hier de la première recrue du mercato phocéen, j'ai nommé Jean Onana. Il sera prêté avec option d'achat par Beşiktaş où il est arrivé l'été dernier en provenance de Lens. Également passé par Bordeaux et Lille, il connaît bien la Ligue 1 et c'est cette expérience qui plaît aux dirigeants marseillais à la recherche d'un milieu pour pallier la blessure de Valentin Rongier et les départs à la canne de Pape Gueye, Asdi Nounaoui et Amin Harit. Du côté de l'autre olympique, on annonce l'arrivée de l'un des grands espoirs du championnat belge. L'ailier de 18 ans Malik Fofana va s'engager jusqu'en 2028 pour environ 15 millions d'euros hors bonus. Et dans les dernières news mercato du jour, Timo Werner part en prêt à Tottenham, Virginius est prêté par le LOSC à Clermont et Lens a officialisé l'arrivée de Chavez en prêt avec option d'achat de la part de l'EC Bahia. Plutôt des rumeurs désormais, ou en tout cas pas d'officialisation encore, alors qu'une course était annoncée entre Nice et Strasbourg pour tenter de s'octroyer les services de Mohamed Ali Chaud. Le jeune Français de 19 ans a choisi l'OGC Nice qui avançait vite sur le transfert de l'attaquant de la Real Sociedad et le Français est en passe de s'engager avec le club niçois pour 12 millions d'euros. Le Bayern Munich a entamé des discussions avec le PSG pour obtenir le prêt du défenseur parisien Nordi Mukiele. Le PSG rêve donc d'attirer Joshua Kimmich dans le cadre de ses négociations avec le Bayern, mais les chances de réussite sont extrêmement minces. Et le feuilleton Mbappé continue d'agiter le marché des transferts, alors que 2 journalistes de Foot Mercato annonçaient Kylian Mbappé sur le départ au Real l'été prochain. Son entourage a une nouvelle fois formellement démenti un éventuel accord avec le club merengue. Jusqu'au mois de juin, le feuilleton risque donc de durer. Quel transfert vous a conquis pour l'instant et quel transfert vous aimeriez voir à tout prix? Timo Werner à Tottenham. Non, je rigole. Venant d'un gunner. Mbappé au Real, moi, pour ma part. Pour Mbappé au Real, j'aimerais bien voir Mbappé. Enfin, j'aimerais bien qu'Mbappé parte de mon club de cœur. Mais du coup, est-ce que ça serait. Tu parles d'un transfert là en janvier contre une somme d'argent ou tu parles d'un pré-contrat qui le verrait arriver au 1er juillet? Non, au 1er juillet. Ouais, toi, tu penses quand même. Non, ouais, il partira pas cet hiver. Non, mais ça n'a aucun. D'où la question qui peut. C'est une possibilité. Mbappé pourrait partir. Hein, tu vois. Je trouve que ça n'a pas trop de sens. Je veux dire, il va partir dans tous les cas, ça c'est une certitude. Enfin, je veux dire. Rester à Paris éternellement, est-ce que j'en vois l'utilité? Non. Mais moi j'aimerais bien qu'il parte pour qu'on arrête une bonne fois pour toutes. Je dis j'emploie parce que j'aimerais qu'on arrête d'être dépendant de lui et qu'on construise une équipe où c'est une somme d'individualité et pas une individualité qui dépend de tout le groupe. Et qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, non, mais je parle avec le cœur. J'entends. C'est un ras-le-bol. Ouais, j'entends, mais je trouve que cette situation, il va falloir trouver une solution, mais à un moment donné, seul lui la détient. Quand on voit les propos de Nasser El Khelaifi aujourd'hui sur RMC, on se dit que il dit on va le faire au feeling, la suite de l'aventure d'Mbappé. Enfin, tu peux pas dire ça, c'est pas possible. Quand t'es président du Paris Saint-Germain, l'un des clubs les plus influents d'Europe, tu peux pas dire ça, on va faire au feeling avec Mbappé. Enfin, bref. Avec les sommes engagées derrière. Et avec tout ce que tu fais depuis qu'il est arrivé, depuis tu le prolonges à tout prix, t'es là, tu vas sûrement le laisser partir libre à la fin de la saison. Mais moi, je peux pas dire, on peut pas. Enfin, selon moi, on peut pas souhaiter le départ d'Mbappé quand on est supporter du Paris Saint-Germain. Ça fait 3-4 saisons qu'il porte tout simplement ce club. Alors certes, il a fait venir des joueurs proches de lui, il a toutes les clés du camion, que ce soit sur le terrain, je suis persuadé aussi en dehors du terrain, il doit avoir quelques entrées, mais on peut pas souhaiter le départ de ce joueur-là. Je pense que c'est pas lui le problème. Au contraire, il est le porte-étendard du Paris Saint-Germain, du football français, et le voir partir de ce club-là, moi je trouve que ça serait une énorme déception. Une énorme déception parce que s'il part, selon moi, c'est qu'il a pas gagné la Ligue des Champions avec Paris, et ça serait encore plus décevant. Et pour toi, il y aura pas de côté positif à en tirer de son départ? Pour moi, non. Aucun. Pour moi, enfin, on va pas faire un débat PSG, c'est pas le. Non, mais c'est pas, on le fera en antenne, mais. Pour moi, non, il n'y a aucun point positif à sortir de son départ. Ça serait absolument catastrophique sur le plan sportif en premier lieu. Financier en premier lieu. Et tout ce qui fait qu'aussi un club de football fonctionne. L'attractivité du championnat pour Kylian Mbappé. On sait que, bon là je dépasse un peu le cadre, mais on n'arrive pas à vendre nos droits télé en Ligue 1. Je suis pas persuadé qu'avec le départ de Kylian Mbappé, ça arrange la situation. Messi n'est plus là, Neymar n'est plus là. Quelle autre star ferait vendre notre championnat? Bref, mais en tout cas pour le PSG, pour parler du PSG, pour moi, ça serait catastrophique. Alors ça va arriver, évidemment. Si le Paris gagne pas la Ligue des Champions cette année, il y a de fortes chances qu'il parte. S'il la gagne,
encore plus. Mais ça va arriver. Mais il faut trouver une porte de sortie. On rappellera que pour l'instant, le contrat de Kylian Mbappé, c'était une prolongation de 2 ans avec une année en option. Ouais. Donc Kylian Mbappé a toujours la possibilité d'être au Paris Saint-Germain la saison prochaine s'il active son option. Et sachant qu'il empochera encore quelques millions en plus s'il le décidait. Mais bon, ça, on ne les compte plus depuis longtemps. Alors que Rafael Nadal avait réussi son retour sur les circuits, la bombe a explosé ce lundi dans le monde du tennis. Il ne participera pas à l'Open d'Australie. L'Espagnol de 37 ans, touché lors de sa reprise à Brisbane après 1 an loin du circuit, souffre d'une micro-déchirure musculaire et a préféré rentrer en Espagne. Le coup est rude pour celui qui revenait après près d'1 an sans jouer et un passage par le bloc opératoire. 12 mois après avoir quitté Melbourne en étant blessé, le Mallorquin repart après un séjour encore plus court et sans même avoir pu jouer le tournoi. Il reste que c'est sans doute la solution la plus raisonnable à une semaine du coup d'envoi de l'événement. Cependant, c'est assez étonnant car d'habitude quand Nadal revient, c'est qu'il est vraiment prêt. Bon, alors cette déchirure n'est pas au même endroit que sa blessure de l'an passé et ça c'est assez rassurant. Mais est-ce que cette blessure vous étonne et finalement est-ce que vous pensez que Nadal peut revenir à un vraiment bon niveau et pourquoi pas s'offrir un dernier Roland-Garros ? C'est le facteur intensité, c'est le facteur aussi environnement. Quand tu es en Australie, les températures, j'imagine que c'est pas la meilleure surface d'adaptation aussi pour lui. C'est terrible pour le monde du tennis. Je sais qu'en Australie, ils sont dégoûtés. Tous les fans de tennis australiens sont dégoûtés de ne pas voir Nadal parce que c'était l'attraction de l'année finalement. Oui, c'était la grande annonce. Voilà, la grande annonce. Et puis, après, il l'a toujours dit avant de revenir. Il a dit que peu importe ce qu'il arrivait, et s'il y avait un micro truc. Lui, il veut être prêt pour la saison sur terre battue. Parce qu'il sait que c'est là où il va être le meilleur. Il sait que sur terre battue, même en étant blessé, un micro-truc, un truc comme ça, il peut battre, je pense, n'importe qui. Sérieusement, sur terre battue, il peut battre n'importe qui. Et voilà, malheureusement, encore une fois, il est battu par son corps. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un débat sur est-ce que Nadal est le plus grand joueur de l'histoire du tennis. Parce que malheureusement, sur ses blessures, c'est son corps qui le bat à chaque fois. Et malheureusement, Nadal est encore une fois battu par son corps. Mais bon, je reste persuadé que s'il est en pleine forme sur terre battue, il peut aller facilement chercher un Roland-Garros. Oui. C'est mon avis personnel. Facilement, ok. Ouais, puis Carlos Moya l'a dit, ça va prendre du temps, son coach, pour qu'il revienne au plus haut niveau. Moi, je suis pas surpris qu'il ait fait un match, 2 matchs, 3 matchs, et que, en plus, voilà, tu le disais, les conditions climatiques en Australie sont peut-être pas les meilleures pour lui en début de saison en plus. Après, la prépa qu'il a eue, sa longue absence. Non, je trouve pas ça. Je trouve ça tout simplement dans la suite logique des choses. Le contraire aurait été pour moi un peu plus inquiétant. Qu'il soit tout de suite à 200% de ses moyens. Qu'il gagne un tournoi, qu'il enchaîne avec l'Open d'Australie. Exactement. Surtout qu'on sait que c'est un jeu. Le jeu qu'il déploie, c'est un jeu extrêmement physique et extrêmement énergivore. Donc, en reprise comme ça, à 37 ans, l'objectif de sa saison, c'est la saison de terre battue. Roland, probablement les jeux. Je sais pas quel degré d'importance il place dans tout ça, mais oui, je pense que la saison de terre battue, il va clairement faire une énorme croix dessus. On passe sur du cyclisme avec des nouvelles des coureurs français pour le Tour de France. Le chouchou du public, Julian Alaphilippe, ne participera a priori pas au Tour de France 2024. C'est ce qu'a indiqué Patrick Lefebvre, le manager de son équipe, donc la Soudal Quick-Step, mardi, en marge de la présentation de son équipe. Soudal Quick-Step va en effet tout miser sur Remco Evenepoel, qui a progressivement pris le pouvoir au sein de la formation belge et qui prendra pour la première fois le départ de la grande boucle. Alaphilippe devrait par contre participer au Tour d'Italie en mai 2024. Des nouvelles des JO 2030 qui devraient se dérouler en France, dans les Alpes. Des manifestations anti-JO d'hiver ont eu lieu ce samedi dans les Alpes, à Chambéry, Grenoble et dans les Hautes-Alpes. Seule la candidature de la France avait été présélectionnée par le Comité international olympique en novembre dernier. La décision finale n'est pas attendue avant l'été prochain, mais les opposants font déjà entendre leur voix, alors que le manque de neige est une préoccupation majeure depuis plusieurs années dans le monde de la montagne. Et puis on avait commencé par un grand nom parmi les grands défenseurs centraux du XXe siècle. On va finir par un autre nom, défenseur central. Un peu moins grand quand même. Ouais, un peu moins grand et même pas très grand, j'ai envie de dire. Pas très grand. L'ancien international espagnol Gérard Piqué a annoncé ce mardi sur X qu'il souhaitait revenir dans le monde du football, cette fois en tant qu'entraîneur. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ? Et si oui, sur quel banc vous le voyez finalement ? Non. Voilà, aucun. Peut-être sur un banc féminin, il aime bien les femmes apparemment. On veut le voir. Nous, on veut. Maxime, c'est pas parce qu'on trompe Shakira qu'il faut dire ces choses-là à l'antenne. Si messieurs, vous voulez pas le voir, lui, je pense qu'il va trouver un moyen de se trouver un banc. Il trouvera un moyen sur un banc. C'était ça la question. Un club qui veut te piquer. Moi, je pense en Espagne. Peut-être même pas du football à 11.
Non, mais il a créé sa ligue à 8. Là, il peut être entraîneur. Il peut être entraîneur là-bas. Voilà, en MLS, il va peut-être se tromper. On va lui vendre du football, il va y aller. On va dire, mec, tu veux être. Beckham, il serait capable de lui proposer un poste. Avec tous les anciens du Barça qui ramènent. Avec Piqué à la tête de tout ça, ça peut être un bon cirque, ça. C'est pas impossible. C'est pas impossible. On verra bien tout ça. Merci en tout cas, Marine, pour toutes ces news riches, un peu tristes et hautement joyeuses en face. Au moins, on peut bien se moquer des autres et on garde les légendes de la boisson. Franz Beckenbauer, en tout cas, en restera une, c'est sûr.